Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast qui vous est présenté par la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire. Alors, aujourd'hui nous sommes dans le Salon international de l'agriculture, le SIAM 2023, qui a repris après 2 années d'arrêt. Et on va aborder aujourd'hui la question de la contribution de la PME à la souveraineté alimentaire et à la durabilité, le défi de conjuguer les deux, et quel rôle pourraient jouer les PME dans ce sens-là. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Hamza Bendahou. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors je rappelle que vous êtes cofondateur de Sowit, une société spécialisée en agriculture de précision. Alors si vous pouvez nous parler brièvement de ce que vous faites concrètement avant d'entrer dans le détail. Donc bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors Sowit, c'est une entreprise qui fait, comme vous dites, de l'agriculture de précision, c'est-à-dire qu'on va utiliser la technologie pour aider l'agriculteur à piloter sa conduite technique. C'est-à-dire qu'on va l'aider sur la fertilisation, sur l'irrigation, qui actuellement est un sujet chaud. On va l'aider sur l'estimation de son rendement, on va l'aider sur l'estimation de sa date de récolte. L'objectif, c'est d'essayer d'amener l'information jusqu'à l'agriculteur pour qu'il augmente ses rendements dans un contexte évidemment qui est, où l'intensification des cultures ne peut se faire que de manière durable. Donc peut-être si je comprends bien, quand vous optimisez la production de l'agriculteur, vous optimisez toujours sous contrainte, c'est-à-dire la contrainte des ressources disponibles, hydriques, etc. Et donc le but est de ne pas inscrire les agriculteurs dans un schéma de gaspillage. Exactement. L'objectif, c'est de s'assurer que l'agriculteur utilise la bonne dose au bon moment, au bon endroit. Pas trop d'eau, pas peu d'eau, mais d'utiliser, de mettre ces cultures en confort hydrique autant qu'il le peut évidemment. Ou s'il n'en a pas la possibilité, de donner le maximum pour faire en sorte que ces cultures produisent un rendement qui soit acceptable. D'accord. Alors la problématique des PME dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire en général, c'est qu'elles n'ont pas la taille critique qui leur permet de profiter des économies d'échelle, contrairement aux gros producteurs. Alors dans quelle mesure votre approche, et on va en parler en détail, c'est-à-dire les instruments que vous utilisez, leur permettent de réduire ce gap par rapport aux grandes entreprises, malgré la taille éventuellement petite de la terre exploitée? Donc l'objectif, alors nous à Sowit, on va essayer de travailler avec tout le monde, que ce soit des petits agriculteurs ou des moyens, des grands agriculteurs. Évidemment, il faut être clair, c'est plutôt l'agriculteur moyen vers gros qui est actuellement le plus mature pour, on va dire, utiliser ce type de solution. Mais ce qu'on essaye de faire pour rendre ces solutions et les démocratiser le plus possible, c'est d'essayer de les développer avec le petit agriculteur dans l'esprit de la solution. Ce que je veux dire par là, c'est une application, par exemple, notre application qui va être gratuite pour l'agriculteur, qui va lui permettre d'avoir un certain nombre d'informations comme l'état de stress de ses parcelles, que ce soit le stress hydrique ou le stress végétatif, d'avoir ces informations météo précises dans un environnement qui est adapté à son utilisation, adapté à ses contraintes, où on ne va pas demander trop de connectivité. Par exemple, l'application fonctionne dans des environnements de connectivité restreints. Évidemment, l'application est en arabe également, c'est-à-dire pour répondre pour faciliter l'accès à l'application. S'adapter au contexte local. Tout à fait, pour s'adapter au contexte local. D'ailleurs, ce qu'on essaie de faire, on travaille beaucoup en Afrique, on s'adapte aux différents contextes, c'est-à-dire qu'on va souvent mettre l'application dans la langue qui est parlée dans le pays. D'accord. Alors, avant de parler plus en détail du producteur moyen, alors quels sont les principaux instruments que vous leur proposez? Donc, concrètement, parce que vous êtes dans le monde du digital, et donc c'est des instruments modernes qui a priori donnent l'idée de quelque chose de complexe que l'agriculteur ne peut pas comprendre ou l'entrepreneur. Donc c'est quoi concrètement que vous lui offrez comme produit? Exactement. Alors, on commence toujours par du simple. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple tout simplement installer un capteur d'humidité sur sa parcelle. Un capteur d'humidité, ça ne va pas vous dire quelle est la dose d'irrigation qu'il faut mettre. Par contre, ça va vous alerter. Est-ce que vous irriguez trop ou est-ce que vous n'irriguez pas assez? Donc on commence déjà par ça. Ça permet en fait à l'agriculteur de se familiariser avec la technologie. C'est une ferme de veille agricole, c'est-à-dire il est au courant en permanence, en temps réel quasiment de l'évolution de... Exactement, c'est des sondes qui sont connectées et qui lui permettent de recevoir sur son téléphone ou sur son PC ces informations. Il y a un point qui est important, c'est que parfois, alors nous évidemment tout est connecté, mais on se rend compte que l'agriculteur en fait, il a besoin d'être accompagné aussi. Il a besoin de savoir qu'on est présent avec lui. Et dans ce cas-là, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. On ne va pas hésiter à mettre en place un groupe WhatsApp avec l'agriculteur et le technico-commercial en charge de son compte
Il a la plateforme, mais il a les alertes automatiques, et il a aussi le technico-commercial qui va l'aider si jamais il observe quelque chose qui n'est pas adapté, un excès d'eau ou pas assez d'eau, pour l'aider à avancer. D'accord. Et donc, au fait, le but est de créer une communauté, davantage qu'une relation pure marchande et commerçante, parce que vous gardez le lien avec l'agriculteur, vous l'accompagnez, vous lui tendez la main. Mais concrètement, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, ce que vous proposez, à part le détecteur, etc., il y a une application. Exactement. D'accord. Qu'il peut télécharger sur son téléphone. Et donc, il y a deux versions. Il y a une version gratuite. Comment ça marche? Alors c'est ça. Donc le premier niveau, on va dire que c'est le capteur. Ensuite, quand l'agriculteur est un peu plus familier avec les technologies, on va lui proposer l'installation. En effet, l'installation, elle est sur un business model freemium. Et donc, il télécharge l'application, on va lui demander ni son nom, ni son prénom, ni son numéro de téléphone, pour éviter toutes les barrières à l'entrée. D'accord. Éviter qu'il ait ne serait-ce que le moindre doute envers le service. Et du coup, à partir de là, sur la partie gratuite, il aura accès à un certain nombre d'informations. Donc, comme je disais, la météo, le stress hydrique, des cartes de végétation qui vont lui montrer les points chauds dans sa parcelle, c'est-à-dire les points où il va falloir donner un peu plus d'attention ou aller visiter. C'est des informations générales sur la parcelle qui vont lui permettre d'avoir une idée un peu plus globale. Pour donner une analogie, c'est pas ce que faisait l'agriculteur avant, c'est qu'il prenait des analyses de sol, des échantillons, 3 points, des échantillons. Là, avec la technologie satellitaire, avec l'intelligence artificielle, on peut lui donner une vision globale de sa parcelle et évidemment très facile à apporter à l'agriculteur avec la technologie. Et donc j'imagine que vous le formez également à l'usage de l'application parce qu'il faut interpréter également les données, etc. Exactement. Quand on installe l'application, il y a forcément une session de formation qui est mise en place. On a mis en place un certain nombre de vidéos YouTube en arabe pour qu'ils puissent y avoir accès si jamais on n'est pas là. On est aussi très présent sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va organiser des formations dans les différentes régions au Maroc où on va rassembler un certain nombre d'agriculteurs pour leur présenter les services et comment ils fonctionnent. D'accord, donc là c'est l'appli freemium, alors l'appli premium, c'est-à-dire abonnement, et il offre quoi en plus de la version gratuite? Alors à partir du moment où l'agriculteur il est intéressé par aller plus loin, ça veut dire ne plus juste avoir le contrôle de l'irrigation, mais avoir un programme d'irrigation. Combien je vais mettre d'eau aujourd'hui et combien je vais mettre dans la semaine. Dans ce cas-là, ça passe sur une version premium de l'application. Évidemment, il n'y a pas de paiement en ligne ou autre. Une fois qu'il montre l'intérêt sur l'application, il a la possibilité de commander le produit pendant une période d'essai. Il sera contacté par une personne de chez Sowit qui va bien comprendre exactement, un commercial qui va bien comprendre son besoin, s'assurer que c'est adapté pour lui et lui expliquer comment va fonctionner la relation. Ce ne sera pas juste une relation lui et son téléphone, c'est une relation lui, le téléphone et le commercial derrière, le technico-commercial derrière qui va le suivre tout le temps pour l'aider, être sûr qu'il absorbe bien et que l'information qu'on lui rend est bien digeste. D'accord. Alors pour revenir rapidement à la souveraineté alimentaire, alors l'une des problématiques c'est les ressources hydriques, c'est-à-dire contribuer à la souveraineté alimentaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Et la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui cultivent des légumes ou des fruits qui sont grandes consommatrices d'eau et donc pas adéquates à long terme, en tout cas pour la terre qu'ils possèdent. Alors, est-ce que l'appli permet de dire à l'agriculteur ou l'entrepreneur qui utilise l'appli, pour votre terre, voilà la culture adéquate et celle-là ne serait pas plutôt adéquate ou pas? Exactement. En fait, l'objectif de l'application, c'est une vision holistique en fait. Donc, on va lui permettre de voir quelles sont les cultures qui vont être adaptées à sa région par rapport à un certain nombre de paramètres, par rapport à son type de sol, par rapport à ses conditions agro-pédoclimatiques, évidemment, l'humidité, la température, l'humidité, la température, la pluviométrie, par rapport à sa topographie également. Il y a des cultures qui vont être plus résistantes à des topographies, à des grands dénivelés. Accidentées. Exactement. Qu'à d'autres types de topographie. Et donc, du coup, on va l'accompagner, on peut l'accompagner sur du choix de la culture jusqu'à l'installation de celle-ci et la conduite technique de la culture. Bon, après, s'il veut faire ce qu'il veut à la fin, au final, il peut le faire et il pourra toujours profiter des options de l'application qui lui permettent d'optimiser de toute manière. C'est un point très important. On est un outil d'aide à la décision. Voilà, on aide à la décision, on n'oblige à rien. Exactement. Et j'allais dire à la fin, il n'y a personne qui connaît mieux sa parcelle que l'agriculteur. Nous, on apporte une autre vision de la parcelle, mais je ne me permettrai pas de lui dire que c'est ça qu'il faut appliquer et c'est ça qui va t'augmenter. Et ça permet d'élargir l'horizon peut-être et de voir d'autres options qu'il n'a pas vues peut-être avant ou qu'il n'a pas entrevues. Exactement. D'accord. Et donc là, il y a, j'imagine, de l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle intervient dans cette démarche holistique? À quel niveau elle intervient, Tadja? Alors, elle intervient au niveau de la modélisation. En fait, c'est des modèles qu'il y a derrière. Pour l'aider pour lui dire combien d'azote il va mettre sur sa culture de blé, ou combien d'eau il va irriguer ses agrumes, ou
quel est son rendement sur une parcelle de pommier. En fait, derrière tout ça, il y a des algorithmes qui vont utiliser l'imagerie satellitaire et qui vont apprendre. Donc, c'est de l'apprentissage en continu. Évidemment, ce qui est intéressant avec ces algorithmes, c'est plus on a de données, plus ils apprennent, plus ils sont précis. Par contre, le côté, je dirais, un peu compliqué, c'est qu'il faut être présent sur le terrain et qu'il faut collecter cette donnée initiale. Surtout en agriculture, au final, les bases de données… D'ailleurs, je voulais en arriver là, c'est-à-dire l'une des limites de l'IA dans des pays à petite taille, etc., c'est la donnée. Et quand il n'y a pas de données, la marge d'erreur elle est trop grande pour l'IA qui doit interpréter tel ou tel élément. Alors, dans votre cas, est-ce que vous avez accès à une base de données avec une profondeur historique qui permet à votre IA d'être optimale? Alors, la réponse classique, c'est j'ai jamais accès à cette base de données. Il y a toujours une base de données qui va m'aider un peu plus. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'imagerie satellitaire, on a accès à 5 ans d'historique, entre 5 et 7 ans d'historique de données, entre la date du lancement du satellite jusqu'à l'heure où je suis en train de l'utiliser. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal. En fait, ce qui me permet de comprendre l'agriculteur, de comprendre la zone également, et de, je dirais, pour avoir cette possibilité de le benchmarker également. C'est-à-dire le benchmarker par rapport à ses voisins ou benchmarker une région par rapport à une autre. Une fois qu'on a cette capacité, on va aussi essayer de rajouter un maximum de données. Les bases de données météo, qui sont très importantes évidemment en agriculture. Plus on arrive à comprendre quelle va être la météo, même si en ce moment c'est compliqué, on va dire plus le modèle pas comme avant. Et on a d'autres modèles qui utilisent l'imagerie. Par exemple, sur les cultures d'agrumes, on aide les agriculteurs à estimer le calibre. Et là, c'est tout simplement un smartphone avec de la prise de photos. Et derrière, il y a un algorithme qui va automatiquement détecter les agrumes, calculer leur diamètre et donner la répartition de calibre sur la parcelle. Donc, si j'ai bien compris, comme vous introduisez plusieurs paramètres pour nourrir l'IA, ça affine le modèle. Ça permet d'obtenir des résultats plus précis qu'un modèle fondé sur 2 ou 3 variables uniquement. Exactement. Alors maintenant, revenons aux petits producteurs. Vous disiez que vous travaillez principalement avec les moyens et plus. Alors, c'est quoi le problème au niveau des petits agriculteurs? C'est quoi la barrière? Alors, il y a plusieurs barrières. La première, on va dire, c'est un peu la barrière tech. C'est-à-dire que la facilité d'accès à une application, nous, en tant qu'on va dire, qu'utilisateur, on va dire quotidien, on s'en rend pas compte. Et honnêtement, même quand on développe une application pour l'agriculteur, on se rend pas compte de la complexité même d'une application simple. Parce qu'il y a un déphasage, un décalage. Exactement. Et il ne faut pas, justement, ce déphasage, il est important, il faut très vite le combler. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il croie que parce qu'il y a une application, vous êtes sur un autre monde par rapport à lui. Exactement. Il ne faut pas qu'il croie que c'est pas pour lui. Exactement. D'ailleurs, quand on est sur le SIAM, la plupart des agriculteurs qui viennent nous voir, en fait, ils sont intéressés par les solutions, mais j'ai presque envie de dire automatiquement, ils se disent « Oh là là, ça va être cher, ça ne va pas être pour moi ». C'est pas vrai. On a les solutions pour, par exemple, les céréales qui sont aux alentours de la centaine de dirhams à l'hectare. Donc qui sont très accessibles pour les agriculteurs. Et l'objectif derrière ça, c'est d'essayer de combler. Alors nous, ce qu'on veut, c'est combler la barrière de l'information. Mais évidemment, les autres barrières, que ce soit la barrière tech, il y a aussi un petit peu une barrière d'analphabétisme aussi qui est présente. On essaye un peu de combler tout ça. Mais n'y a-t-il pas également une barrière relative à la connectivité? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Évidemment, il y a la barrière, évidemment l'accès déjà à un téléphone qui puisse installer cette application et la faire fonctionner. Alors on essaie de faire en sorte que ce soit le plus low-tech possible, donc c'est-à-dire disponible pour un grand nombre de modèles téléphones. Et il y a également la barrière de la connectivité. Bien sûr, au Maroc, la connectivité elle est bien généralisée. Par contre, quand on est quand même dans des zones reculées, par exemple au fin fond de la Chidia, dans une zone pas d'accès, on a un accès au réseau qui est très difficile. Et donc une utilisation difficile de l'application. D'accord. Donc, au fait, vous couvrez une grande partie du territoire national, mais il y a quand même quelques poches où il n'y a pas encore Il y a quelques zones blanches. Bon, après, ils peuvent arbitrer entre les opérateurs, parce que des fois, il y a des zones où un opérateur est présent et pas l'autre, etc. Alors maintenant, imaginons un jeune ou une jeune demoiselle qui voudrait se lancer dans l'agriculture, enfin qui vit dans un milieu urbain, qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui est passionné par le domaine. Alors, elle trouve un moyen de financement par l'autofinancement, par le crédit. Elle veut se lancer dans l'agriculture. Elle va acheter une terre. Peut-on dire que votre application pourrait jouer un rôle initiateur ou initiatique même? C'est-à-dire que voilà, ça va déjà lui permettre d'économiser tout l'apprentissage d'un agriculteur qui a baigné dans l'environnement, qui permet, voilà, qui est capable intuitivement d'évaluer le degré d'humidité ou d'autres choses. Est-ce que l'application peut faciliter l'introduction de gens du monde urbain vers le rural et d'attirer des capitaux? C'est l'application et le suivi derrière.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y a l'application, il y a également la personne qui va être responsable d'aider ceux ou cette jeune à monter son projet, à le déployer pour réussir, on va dire, à éviter les erreurs classiques, quoi. Tout à fait. Voilà. Bah déjà de choisir la bonne culture, de ne pas planter là où il ne faut pas, etc. Et là, vous faites cet accompagnement également, Exactement, en plus ouais. de l'application. Tout à fait. Bon, maintenant, votre application a-t-elle un impact sur la solvabilité de l'entrepreneur dans le monde agricole, c'est-à-dire qui voudrait demander un crédit ou une assurance, etc., et qui est confronté à des problèmes de solvabilité, peut-être la terre est trop petite, peut-être, etc., parce que la banque a également des critères, l'assurance a des critères. Est-ce que l'application permet également de gagner du temps de ce point de vue? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a, on a on va dire un deuxième segment client qui est le segment institutionnel, où en fait on essaye de créer un cercle vertueux de la donnée. C'est-à-dire que la donnée, elle part de l'agriculteur, et puis au fur et à mesure qu'on collecte la data, on va la consolider pour essayer d'en faire quelque chose pour l'agriculteur. Évidemment, nous, en tant que SOWIT, on ne peut pas en faire beaucoup plus. Par contre, on peut aller vers des institutionnels, des banques comme la Banque Populaire, avec laquelle on développe un produit de credit scoring pour faire en sorte que le côté agronomique du projet soit mieux compris, mieux perçu par la banque et que ce ne soit plus un frein. Évidemment, quand on est un gros agriculteur, pour obtenir un financement, c'est simple, surtout quand on est propriétaire de sa terre. Quand on est un petit agriculteur, le projet joue beaucoup. Et il faut alors pouvoir petit ou des schémas de terre collective, même des fois des schémas hybrides un peu, hybrides ou juste les garanties sont peut-être pas présentes, mais le projet peut être solide. Le projet peut être solide et ouais. Donc si j'ai bien compris, prenons deux cas de figure, il y a un petit agriculteur qui va déposer un dossier de crédit, mais qui n'a comme solvabilité que la petite parcelle qu'il possède. Donc on peut comprendre que voilà, il aura des difficultés à prendre de crédit. Le deuxième a la même parcelle, mais il a votre application. Et donc en fait, le dossier qu'il va déposer, c'est non seulement une petite parcelle, mais une petite parcelle avec le niveau de rendement potentiel, avec toute la productivité qui ira avec, parce qu'il y a des données qui ont permis de valoriser et de clarifier le potentiel de la terre. Donc, est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement, j'aurais pas mieux dit. D'accord. Alors maintenant, au niveau de l'assurance, est-ce que ça joue un rôle également? Alors sur l'assurance, on a travaillé sur des sujets d'assurance paramétrique. L'objectif en fait avec la télédétection, c'est de pouvoir mettre en place des poules d'assurance, des poules d'assurés, pardon, qui vont être déclenchées de manière très simple par rapport à des indicateurs factuels. Exemple, si la pluviométrie est inférieure à telle valeur, si la température a dépassé tant de degrés pendant X jours, etc., eh bien, il y a un produit d'assurance qui fait que tous les gens qui sont dans ce pool-là vont être considérés comme sinistrés sur tel type de culture, évidemment, par rapport à un aléa, et sur lesquels ils vont pouvoir obtenir, on va dire, un remboursement de ce sinistre. D'accord, donc c'est un peu la preuve qu'il apporte que voilà, il fait partie de cette catégorie-là. Exactement. D'accord. Et donc vous opérez au niveau du Maroc, mais est-ce que vous êtes arrivé à vous projeter ailleurs qu'au Maroc? Alors en fait, on a commencé en Afrique. On a commencé, dans quelle région on a commencé au Sénégal. On a travaillé également en Éthiopie, en Tunisie. Ah, donc partout, donc l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique de Nord. Et le Covid nous a en fait automatiquement un petit peu recentré sur le Maroc, mais c'était une bonne chose parce que ça nous a permis de bien connaître le pays, le territoire national. Mais on garde évidemment pas mal de clients en Afrique de l'Ouest. D'accord. Mais pourquoi l'Afrique? Qu'est-ce qui a motivé le choix? Donc le choix de l'Afrique, comme je disais, c'est un choix de passionné. En fait, on est deux cofondateurs de Fimza. On était tous les deux en France et en fait, on voulait rentrer au Maroc, on voulait travailler en Afrique et on ne supportait pas de voir que les rendements en Afrique, l'Afrique qui est le grenier du monde, en 2050, quand on sera 10 milliards, si l'Afrique n'arrive pas à son potentiel, on n'y arrivera pas. Et on n'acceptait pas en fait de voir qu'un rendement moyen de blé en Afrique, c'est 2,5 tonnes. Quand en Asie du Sud-Est, on est aux alentours de 6 ou 7 tonnes hectares. Et on s'est dit déjà, il y a peut-être la première brique, apporter l'information, aider l'agriculteur dans sa conduite technique pour lui permettre d'arriver réellement à son potentiel. Et il y a vraiment beaucoup de potentiel en Afrique. Il y a beaucoup de terres arables, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler. Et je pense qu'il y a, surtout qu'il y a un chômage urbain très important dans des pays comme le Nigeria, etc. Et ça permettrait de réconcilier les jeunes avec la terre et de être transformés en entrepreneurs, et notamment par les nouvelles technologies comme celles que vous proposez qui permettent de... Oui. Il y a un point qui est important parce que vous dites, on a un programme actuellement avec des Néerlandais, ça s'appelle CFYI, où ils financent le déploiement de 300 auto-entrepreneurs sur le terrain.
Et ces 300 personnes, en fait, elles vont avoir l'application Sowit, elles vont avoir la suite d'outils Sowit. Elles vont avoir un statut d'auto-entrepreneur avec un minimum de salaire garanti. Et elles vont pouvoir aller sur le terrain et créer leur petite entreprise, faire tourner leur petite entreprise avec leurs clients en utilisant les solutions Sowit ou d'autres solutions d'ailleurs qu'ils peuvent rajouter à leur catalogue. C'est un modèle à dupliquer un peu partout normalement. J'espère qu'on va le dupliquer. Donc maintenant, je me tourne vers notre deuxième invité, Amin Zavok. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut. Et vous faites partie des jeunes Marocains et c'est important de mentionner le mot jeune dont on est fier au Maroc parce qu'il contribue à la souveraineté, pas uniquement alimentaire, mais on le verra tout à l'heure parce qu'il y a différentes portes d'entrée vers la souveraineté et en l'occurrence elle est technologique et elle est incontournable. Alors, pourriez-vous nous parler de Green Open Lab? Volontiers. Alors, Green Open Lab, c'est un écosystème global et c'est un agrégateur de technologies, une marketplace technologique qui permet de connecter les agriculteurs à la technologie et les innovateurs à l'agriculture. C'est-à-dire à travers notre réseau de démonstrateurs. Donc déjà le premier démonstrateur pilote qui a été lancé en marge de le lancement du lancement de la campagne agricole par Monsieur le Ministre le mois d'octobre dernier. Était la première ferme digitale au Maroc qui propose ce genre de concept, c'est-à-dire un parcours immersif, une ferme immersive digitale qui va offrir à cet agriculteur qu'on connaît bien combien il est pragmatique et qui veut toucher et essayer des choses. Ces agriculteurs, principalement les petits qui n'ont pas forcément cette chance d'aller voir ailleurs les grandes fermes modernes, on leur propose une ferme de proximité qui va lui permettre de toucher ces technologies, de les regarder de près, de les essayer et ensuite pouvoir s'en inspirer pour moderniser son agriculture. Donc c'est un réseau de démonstrateurs. Le démonstrateur pilote à Sofro. On est en train de développer également un démonstrateur agri-food tech sur un peu plus large sur la chaîne agroalimentaire. D'ailleurs, avec la Banque Populaire, nous travaillons sur cette chaîne agroalimentaire, que ce soit sur l'amont agricole ou l'aval agroalimentaire. Donc, ce travail, bien entendu, quand on veut encourager un industriel pour pouvoir se lancer dans l'agrégation, nous devons aussi lui proposer une plateforme de démonstration qui va lui permettre de former et d'accompagner les agrégés pour pouvoir produire bien et avec les meilleures conditions de traçabilité, notamment quand il s'agit d'export. Donc également un démonstrateur à Tsaounet avec l'Agence nationale des plantes aromatiques et médicinales. C'est toujours une ferme digitale ou... C'est toujours en fait le démonstrateur, c'est une ferme modèle, une ferme miniature avec plusieurs secteurs digitalisés. Cette ferme, elle est accompagnée d'un guichet de service, c'est un guichet Firmatech, c'est connu l'offre Firmatech. Alors Firmatech, c'est un guichet de e-service, c'est un guichet, c'est une académie de smart farming, c'est un bureau d'études et c'est un centre d'analyse rapide qui propose une forme de renforcement de capacité des agriculteurs. Un, évidemment pour les attirer vers la technologie et deux, pour les préparer à avoir le niveau de maturité requis pour pouvoir s'équiper de solutions technologiques. Donc c'est une démarche pédagogique basée sur la démonstration de proximité. D'ailleurs, si vous permettez, il y a deux éléments très importants parmi d'autres importants que vous avez évoqués. C'est le vocable, enfin l'expression ferme digitale et la démarche initiatique, parce que l'agriculteur est quelqu'un effectivement de pragmatique, il a raison de l'être et vous lui apportez la preuve de l'efficacité de votre démarche. Ferme digitale, alors il y a plein de fantasmes. Ça veut dire quoi concrètement? Juste pour comprendre et visualiser. Ferme digitale, c'est comme si en fait des fois on parle de l'industrie 4.0 ou on parle de la ferme 4.0. En gros, c'est quasiment la même chose parce qu'une ferme, c'est juste une usine avec beaucoup de zones d'ombre, avec beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est une usine plus compliquée qu'une usine classique. Et quand on parle de 4.0, ça veut dire que c'est une forme de quatrième révolution qui va faire en sorte que on va utiliser toutes les innovations technologiques. Donc on parle de mots qu'on entend, l'intelligence artificielle, traiter les données, d'interpréter les données, big data, les digital twins, tout ça. On doit le mettre au service d'une ferme connectée. Alors connectée de l'intérieur et connectée de l'extérieur. C'est-à-dire
Ça veut dire que dans une ferme, nous avons plusieurs composantes. Nous avons le puits, la station de tête, la station de fertilisation, Oui. le réseau d'irrigation, les électrovannes, tout ça, ce sont des objets. Alors ces objets, on va les rendre connectés. On va mettre de l'IoT et on va mettre des capteurs un peu partout. On va mettre des capteurs de pression, des capteurs de sol, des capteurs de météo et on va agréger tout ça En pour temps réel. générer en temps Donc, c'est- réel pour générer de la data. D'accord. Et cette data, nous allons l'utiliser. Et quand je dis utiliser cette big data, c'est avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour proposer des outils d'aide à la décision. D'accord. On n'est pas forcément sur la robotisation parce que c'est une composante Oui. importante, mais il n'y a Mais pas elle n'est que pas ça. incontournable. Il n'y a on pas peut- que ça. Les gens, quand ils entendent de digitalisation 4.0, ils pensent souvent à des bras, etc. Oui, Non, oui, tout à fait. c'est d'abord la connexion, ce sont des outils d'aide à la décision. Et c'est ensuite, on peut prendre les meilleures décisions et on peut aller vers l'automatisation. Donc D'accord. globalement, c'est ça en fait une ferme digitalisée. Parce que en fait, un agriculteur ne sait pas. Si on prend le use case de l'usage de l'eau. Alors l'eau, en fait, l'eau, on sort des fourrages et on va le distribuer. En fait, on ne sait pas ce que la plante reçoit. On ne sait Oui. pas est-ce qu'elle reçoit ce qu'il faut ou est-ce qu'il va falloir faire plus ou moins. On ne sait pas s'il y a des fuites. On ne sait pas s'il y a des colmatages. Oui. Et donc, si on met des capteurs un peu partout, des capteurs connectés qui me permettent d'avoir un dashboard avec l'ensemble de ces éléments-là, je vais pouvoir prendre des bonnes décisions, je vais économiser l'eau. Et Donc je là, pense on entre dans la démarche de la durabilité, tout à fait. c'est-à-dire d'optimiser l'usage que l'on fait. Oui. Exactement. Et bien sûr, ça a été dit aussi, l'enjeu de demain, parce qu'il y a beaucoup de défis. On a le défi de la démographie, il faut nourrir plus Oui. de gens. On a de moins en moins de matières premières, on a moins en moins d'eau. Et donc, l'enjeu, c'est de demain, c'est comment produire plus avec moins. Avec moi, Alors, évidemment, produire plus, il y a une stratégie pour développer, améliorer la productivité. Mais en fait, je pense qu'on accorde moins d'attention avec moins. Sur le volet avec moins, Oui. avec moins de ressources. Comment on va pouvoir économiser des ressources, notamment hydriques? Et d'ailleurs, le rendement et la rentabilité peut être même supérieur quand on a moins avec les bons outils que quand on a beaucoup avec les mauvais outils. Parce que psychologiquement, quand on a beaucoup, on dit c'est pas grave, on peut gaspiller, il n'y a pas de problème. Il y a ça d'un Donc côté. la quantité produite est supérieure, mais la rentabilité et la productivité est moindre. Clairement. Alors, il y a ça, mais des fois, quand on donne des quantités d'intrants en excès, on va produire moins. Oui. Notamment, je parle de l'eau. Il y a beaucoup de cultures noyer, l'agriculteur, il veut pas prendre de risques, donc Ouais. il donne le maximum d'irrigation. Et ben, il a une moins bonne récolte que quelqu'un qui a donné juste ce qu'il faut au moment où Parce il que faut. même la plante, elle doit être un peu stressée, je veux dire, pour donner le maximum. Exactement, il faut savoir la stresser quand il faut et lâcher comme ça des Tout à fois fait. pour former le fruit, il faut des conditions pour le feuillage parce que des fois quand on irrigue, on a trop de feuillage et on a moins de fruits. Moins de Donc, fruits. tout ça c'est et en fait même des agronomes qui ont fait des études pour savoir gérer une stratégie, ils vont sur une ferme, ils n'ont pas les outils pour pouvoir mesurer Tout à fait. les paramètres et prendre les bonnes décisions. Alors que on va pas aller vers des choses extraordinairement innovantes. On a énormément de rattrapage à faire et nous avons besoin d'outils qui nous permettent déjà de comprendre ce qui se passe dans nos sols pour afficher un tableau de bord et tout simplement recevoir des notifications, des alertes sur un colmatage. Regarde, on parle de fuite. Donc la fuite, c'est du gaspillage. Des fois le colmatage, on ne sait pas si tout l'arbre, s'il n'est pas irrigué, s'il y a des colmatages des goutteurs, on ne va pas le savoir et on va s'en rendre compte que quand l'arbre sera vraiment en état de Oui, c'est un peu souffrance. trop tard. Ouais. Et à ce moment-là, c'est pas grave. Oui. Alors, avant d'en arriver à la démarche démonstrative que vous avez adoptée, est-ce que vos produits prennent la forme uniquement de software, c'est-à-dire d'applications, de logiciels, ou y a-t-il une dimension hardware dans votre démarche? Effectivement, il y a une dimension de hardware. Nous pensons que justement sur ce volet de souveraineté technologique, on a pris le défi de développer la solution bout en bout, c'est-à-dire avec une équipe multidisciplinaire. Nous avons une équipe qui gère la partie électronique, une autre qui gère la partie système embarqué et une autre qui gère toute la partie de développement sur le cloud. Nous développons nos propres cartes électroniques. D'accord, donc tout est produit localement. Tout
est produit localement. Il y a peut-être quelques composantes électroniques qu'on achète. Tout le monde le fait, oui. Même les grands fabricants, ils importent. Exactement. Mais tout le design, toute l'installation, la configuration, le pick and place, etc. Tout ça c'est marocain, le boîtier c'est marocain, etc. Et puis il y a aussi le software. Moi je viens d'un monde du software parce qu'en fait on travaillait beaucoup sur tout ce qui est offshore dans le domaine de l'innovation, les télécoms et l'automobile. Donc je viens avec cette conviction profonde que les Marocains sont capables de faire des choses extraordinaires. Oui. Aujourd'hui, je confirme ça parce que là, on a une preuve. Au niveau du salon de l'agriculture, nous avons présenté un flagship qui est la solution Arwa Smart Irrigation, la start-up marocaine qui travaille sur le système IoT, que ce soit sur la partie hardware ou sur la partie software. C'est une solution complète. Qui propose même la carte électronique. Elle est designée et imprimée et fabriquée au Maroc. C'est important de le dire parce que je parlais tout à l'heure de fantasmes, mais également des préjugés qui font que l'on se pense incapable de produire localement du hardware et donc on se limite au software. C'est totalement faux. On est capable, quand on se donne les moyens de le faire, de produire localement même le hardware. Écoutez, c'est une profonde conviction qui se confirme chez moi de plus en plus. Donc d'abord, j'étais moi-même dans un contexte où je dirigeais une multinationale avec des ingénieurs marocains qui travaillaient sur des solutions technologiques compliquées pour l'automobile allemande. Et avec ça, en fait, on rivalisait avec les ingénieurs allemands. Donc, j'étais persuadé que le Marocain était capable, l'ingénieur marocain, même junior sorti d'école, était capable de faire des choses. Si on le met dans le bon environnement, il peut effectivement exceller. Clairement, et la preuve est là. On a fait un lancement spectaculaire hier au Marche du Siam et les retours sont juste extraordinaires et même on a beaucoup de startups marocaines qui travaillaient que dans la partie software qui veulent utiliser les tags Arwa. Là encore, c'est la démarche démonstrative, même à ce niveau-là. Alors maintenant, le deuxième élément, par rapport aux agriculteurs. Alors j'ai deux questions combinées au fait. Premièrement, les gens avec lesquels vous travaillez, c'est-à-dire vos clients, est-ce qu'il s'agit plutôt de PME? Quelle est la part des PME dans votre portefeuille client? Et deuxième élément, le fait de démontrer par la preuve à un agriculteur, c'est une première étape. Mais il y a une différence entre lui démontrer et l'amener à utiliser. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, des types de blocages? Je vais commencer par les difficultés, comme ça on va finir sur les choses plus agréables. Nous avons une difficulté qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, c'est que l'agriculteur marocain, il a eu l'habitude qu'on lui finance tout. C'est-à-dire, même s'il est convaincu par rapport à une solution, il va toujours hésiter à prendre la décision en attendant qu'il y a une subvention qui va l'aider à avoir ça en fait. Ça, c'est une véritable difficulté. De logique d'assistanat. Clairement. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur le mindset de l'agriculteur. De lui donner un mindset d'entrepreneur. Exactement. C'est-à-dire, c'est d'investissement. Ça veut dire que moi, si je suis convaincu de mon retour sur investissement, ben, je vais mettre l'argent pour investir. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Il y a la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, moi, initialement, j'avais un peu l'a priori qu'il y avait une réticence. Non, il n'y a pas de réticence, il y a une crainte. Et c'est une crainte logique parce que quand on connaît pas le détail des choses, on a souvent cette tendance à la nouveauté, il y a tous les risques qui vont parce que il faut dire aussi que le monde du digital, on utilise souvent des mots un peu très complexes, etc. Même des fois, on dit juste IoT, Internet, intelligence artificielle, etc. Ça fait peur. Big data, etc. Moi, je suis là dans mon champ, comment je vais pouvoir utiliser tout ça. Après, j'imagine que vous adaptez votre langage quand vous parlez aux clients. En fait, on offre un parcours. Dans le parcours immersif, on va d'abord, c'est comme si en fait on va encourager quelqu'un qui a utilisé un ERP alors qu'il calcule avec ses doigts. À un moment donné, on va passer à la calculette et ensuite à Excel et ensuite on va aller vers et c'est ce qu'on fait. On va expliquer les paramètres, proposer des outils de mesure portatif. On propose même de leur louer quand il y a une carte de IFLA. On va lui louer des outils de mesure portatif pour qu'ils puissent vérifier, tester et prendre du goût. Parce qu'après, on commence à demander plus, etc.
Et on va finir sur des solutions un peu plus complexes. Et là, il Mais- est autonome, il devient autonome. Tout à fait. Mais même quand je dis complexe, je vous donne juste une illustration, c'est-à-dire nos solutions dans la version la plus basique. Là, je parle pas, il y a une version pro pour pour les gens qui ont un certain niveau de maturité. Mais la solution la plus basique, c'est qu'en fait, on va installer l'IoT. C'est des capteurs, c'est des tags avec des antennes, etc. Donc, nous, on va installer sur place dans le champ. Et pour l'agriculteur, on va lui demander juste son numéro de téléphone, pas plus. Mhm. Et D'accord. là, il va recevoir des rapports journaliers sur WhatsApp Mhm. en forme image. On se partage tous les Jumu'ah Mubaraka et tout. Bah, il va demain partager l'état hydrique de son exploitation. Il reçoit des alertes. Attention, Blarbiya, attention, il y a un risque de colmatage dans tel secteur. Attention, il y a une fuite, etc. Et il va gérer ça. Il va pouvoir aller gagner du temps et gagner en efficacité. Tout à fait. Et pour les PME, le poids des PME dans votre portefeuille client, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous travaillez? Une grande partie de PME et en fait on a une bonne parce qu'en fait nous on a voulu mettre le focus sur les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'agriculture, voire même même les tout petits et parce qu'en fait on proposait des tags avec une possibilité d'extension extraordinairement facile, c'est-à-dire on installe genre 2-3 hectares. Demain si je veux rajouter 1 hectare, je peux juste installer une extension et les connecter. Il n'y Et a pas donc, besoin de le système, il est refaire tout extensible. le... D'accord. Exactement. D'accord. Et c'est quelque chose qui a séduit les grands. Et donc en fait, vous pouvez Manifestement. accompagner les petits jusqu'à devenir grands par cette logique d'extension, Tout à fait. etc. Et puis vous pouvez travailler directement avec les grands. Exactement. Même les grands étaient demandeurs parce que évidemment le grand il est encore plus sensible au coût. Bah Ça c'est pas parce que il est grand qu'il va se dire non. Oui, oui. Parce que ce qui existe sur le marché, c'est souvent des solutions très chères, des solutions compliquées à installer et ce sont des solutions qui ne sont pas adaptées aux petites surfaces. Alors qu'on trouve qu'il y a des grands qui ont des petites surfaces un peu partout. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui leur permet de connecter un peu tout, d'avoir un même tableau de bord et c'est du bonheur. Après, il y a une autre catégorie qui est très intéressante pour nous, sur laquelle nous travaillons énormément, notamment avec la Banque Centrale Populaire. C'est la catégorie des agro-industriels qui travaillent sur l'amont agricole avec des agrégés. Ça veut dire qu'on a, par exemple un acteur qui va faire la transformation de tomates de conserve et il va être connecté avec une cinquantaine de petits producteurs de tomates. Alors, admettons que ce producteur, il va viser l'export, donc il a bien entendu, il fait très attention à l'indice énergétique et à l'indice hydrique et il n'a aucun moyen d'avoir la traçabilité. Il doit aussi surveiller le taux de quelques matériaux ou de quelques matières dans cette production amont agricole. Et donc, il a intérêt à investir dans l'installation chez l'agriculteur de l'IoT qui va être connecté à son système à lui. D'accord. Donc lui, il est en aval, mais il peut agir sur l'amont pour optimiser tout le mécanisme. D'accord. Amir Zadok, merci infiniment de nous avoir éclairé avec toutes ces informations-là et de faire ce que vous faites. Comme je l'ai dit et je le redis, vous faites partie des gens dont on est fiers. Merci beaucoup. Infiniment. Merci infiniment et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.